Est-ce qu'on doit monter le micro? Est-ce que c'est... Non, c'est bon? Ok, super. Bon, nous allons commencer cette conférence de presse. Tout d'abord, je vous remercie à toutes et à tous d'être venus si nombreux. C'est assez impressionnant d'ailleurs, vu d'ici pour un petit village, d'avoir la possibilité d'avoir autant de personnes qui participent à cette réunion. Je voudrais remercier aussi la mairie de Gréasque qui a mis à disposition la salle pour cette réunion. Et remercier aussi donc, les trois candidats de la liste France Insoumise pour les élections européennes, Kamel, Sébastien et Bernard, et ainsi que Luc Talassinos qui est un élu de Gréasque et qui est aussi élu à la métropole. Donc je les remercie et lorsque... Non, donc il n'est pas candidat. Je les remercie puisque lorsque nous allons faire des questions après, donc nous pourrons aussi tous répondre. Donc, écoutez, c'est super de pouvoir commencer cette campagne des élections européennes ici à Gréasque. Alors, pourquoi cette réunion? Eh bien, parce que, comme vous le savez, peut-être, il y a déjà donc, les élections européennes qui s'approchent le 26 mai 2019. Et donc, ça sera l'occasion d'élire 79 députés français au Parlement européen. Alors le mode de scrutin a changé, ce n'est plus des élections qui se tiennent au niveau des circonscriptions, au niveau régional, ça va être en fait une liste nationale par parti politique. La France Insoumise a été la première force politique à proposer une liste pour les élections européennes. Cette liste a été approuvée le 7 et 8 décembre lors de la Convention nationale de la France Insoumise à Bordeaux. Alors j'aimerais vous parler de cette liste parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas forcément France Insoumise, viennent ici aussi pour s'informer de ce qui peut être fait. Alors pour les élections européennes, nous avons constitué un comité électoral de 32 personnes. Donc c'est ce comité électoral qui a décidé des 79 noms de notre liste. Ce comité électoral, il a été constitué de 14 représentants des différents pôles de la France Insoumise, le pôle des luttes, le pôle programmatique, et vous avez 18 personnes qui ont été tirées au sort. Donc ça veut dire que la majorité absolue de ce comité électoral sont des personnes, des militants de la France Insoumise qui ont été tirés au sort. Je pense que c'était important de le dire parce qu'ils ont fait en plus un travail que je trouve extraordinaire. Ils se sont rencontrés pendant au minimum 14 week-end, certains d'ailleurs sont dans cette salle, et ils ont travaillé pendant plus de 2000 heures à faire des auditions, à discuter avec l'ensemble des candidatures, puisqu'il y a eu plus de 700 candidatures, pour à la fin arriver à une liste de 79 noms. La première partie de la liste a été publiée en juin, 70 noms, et les 9 derniers, pardon, ont été publiés un peu plus tard puisqu'il s'agissait des candidatures dites d'ouverture. Alors je vous dis tout ça parce que je fais partie de ces candidatures d'ouverture qui ont été donc rapportées à la liste France Insoumise après la première publication qui s'est tenue en juin 2018. Cette liste, je la trouve, pour moi c'est un honneur de la rejoindre, je la trouve à l'image de la société, à l'image du peuple. Je voudrais vous donner quelques chiffres importants de cette liste. Vous avez sur cette liste 35% d'agriculteurs, d'ouvriers et d'employés, 20% d'étudiants, chômeurs et retraités. Vous avez des cadres, des professeurs, des fonctionnaires, des assistants sociaux. 40% des candidats ont moins de 40 ans. Et au niveau des engagements, vous avez 49% des candidats de cette liste qui sont des militants syndicaux et 53% qui sont des militants associatifs. Donc je pense que cette liste, effectivement, je vous donne ces chiffres parce que je trouve qu'elle est belle, elle est diverse, elle est foisonnante, elle est à l'image du peuple français. La tête de liste d'ailleurs de cette liste France Insoumise est aussi une personne qui vient d'une candidature d'ouverture, donc Manon Aubry. Pour certains d'entre vous qui la connaissent peut-être déjà, c'est une militante associative qui était jusqu'au 7 décembre la porte-parole d'Oxfam, cette ONG qui fait un travail fantastique pour lutter contre l'évasion fiscale et les inégalités dans le monde. Donc c'est elle aujourd'hui qui porte la voix de la France Insoumise et qui est la tête de liste de notre liste.
Alors, bon, maintenant, je vous propose, en fait, lors de cette... c'est une première réunion pour me présenter, puisqu'effectivement, comme je vous le dis, j'ai été un peu rapportée sur cette liste et j'aimerais que cette réunion vous donne la possibilité de mieux me connaître, de savoir quels ont été mes engagements, quelles ont été mes luttes, et surtout les combats que j'aimerais porter au Parlement européen demain. Donc tout d'abord, pourquoi Gréasque? Certains d'entre vous ne connaissaient sûrement pas Gréasque avant de le mettre sur le GPS ce matin. Donc Gréasque, c'est un petit village minier dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai énormément de souvenirs. Et c'est aussi le village dans lequel j'ai eu mes premiers engagements, mes engagements associatifs, mes engagements militants. Et d'une certaine manière, ce village, je l'ai toujours idéalisé, parce que je trouvais qu'il faisait bon vivre et bon grandir dans ce village. Il faisait bon interagir, il y avait beaucoup d'associations dynamiques qui mettaient au centre la solidarité, l'éducation populaire, le vivre ensemble. Et du haut de mes 18 ans, lorsque j'ai quitté Gréasque pour la première fois pour découvrir le monde, je pensais que les grands enjeux étaient ailleurs. Ils n'étaient pas à Gréasque, ils étaient peut-être dans ces pays pauvres, ces pays en guerre. Mais je me trompais. Mais ça, je m'en suis rendu compte que quelques années plus tard. Donc je suis partie avec la conviction, du haut de mes 18 ans, que si le monde ressemblait à mon village, nous serions bien plus heureux. Le voyage que j'ai entrepris après a duré 10 ans. Donc pendant 10 ans, j'ai parcouru le monde. J'ai travaillé, étudié, j'ai fait des missions de bénévolat dans une quarantaine de pays dans le monde. Et d'abord, j'ai étudié dans 2 pays, au Canada, au Mexique. Au Canada, c'est là où je suis devenue une militante pour les causes écologiques. Pourquoi? Parce que j'étais donc vice-présidente d'une association qui s'appelait Humanitaire et qui défendait la biodiversité, la préservation des espèces, et qui aussi défendait le commerce équitable. Parce que très vite, je me suis rendu compte que le commerce était injuste et que la manière de pouvoir rééquilibrer les choses, c'était effectivement ce commerce plus juste, ce commerce équitable, où les producteurs étaient rétribués à leur juste valeur. Après, je suis partie au Mexique. Et au Mexique, mon combat, ça a été celui de la lutte contre les inégalités, contre la pauvreté. Parce que dans ce pays où vivent l'un des hommes le plus riches au monde, j'ai vu des enfants mourir sur les trottoirs. Et cela m'a beaucoup touchée, affectée, et je me suis dit que la lutte contre la pauvreté, contre les inégalités, était aussi un des combats que je souhaiterais mener. J'ai vu au Mexique des villages privés d'eau, alors qu'à quelques kilomètres de là, vous aviez des résidences surveillées de riches, qui créaient des lacs artificiels. J'ai aussi été très touchée, lorsque j'étais au Mexique, par une autre cause, celle de la migration. Parce que vous le savez très bien, puisque c'est dans l'actualité, vous avez beaucoup de travailleurs mexicains qui partent aux États-Unis. Et donc j'ai écouté dans des villages l'histoire de toutes ces familles déchirées par l'exil. Et j'ai voulu agir sur les causes de l'immigration. Et donc, lorsque j'ai fini mon séjour au Mexique, j'ai décidé de partir aux États-Unis pendant quelques mois pour intégrer une association, une ONG qui défendait en fait les droits des sans-papiers aux États-Unis, pour essayer d'aider toutes ces familles mexicaines qui arrivaient aux États-Unis, étaient vouées à vivre dans la misère. Donc à la fin de mes études, comme vous pouvez le constater, j'étais très engagée sur des luttes contre la pauvreté, des luttes pour la défense des droits sociaux, environnementaux. Et j'avais cette volonté d'un monde plus juste, plus responsable, plus humain. C'est pour ça que lorsque j'ai décidé de trouver un travail, je me suis dit quelle est l'organisation finalement qui pouvait défendre tout ça. Et c'est pour ça que j'ai intégré les Nations Unies. Je suis allée aux Nations Unies parce que j'avais cette grande idée, et parce que les Nations Unies sont une belle idée, cette idée d'un monde en paix, cette idée de la justice sociale, cette idée du vivre ensemble, et évidemment c'était l'organisation qui défendait les droits humains. Alors les Nations Unies malheureusement sont aujourd'hui, comme l'Europe, une belle idée, mais une idée qui est pourvoyée par l'argent, pourvoyée par des intérêts particuliers, et qui crée aussi qui contribue
à ce déséquilibre mondial. C'est-à-dire qu'aux Nations Unies, aujourd'hui, vous avez des organisations comme l'Organisation mondiale du commerce qui ont un poids faramineux, qui peuvent mettre des sanctions à plusieurs États qui ne respectent pas les règles du commerce. Mais derrière, vous avez à son opposé l'Organisation internationale du travail qui défend les droits humains, qui défend les droits des salariés. Et celle-ci ne peut mettre aucune sanction aux États. Et c'est ce déséquilibre mondial qui m'a profondément touchée lorsque je travaillais aux Nations Unies. Et je me sentais pas vraiment en capacité d'agir dans cette organisation. C'est pour ça que j'ai fait le choix de quitter les Nations Unies et de me consacrer à une cause, puisqu'il faut à un moment donné choisir un combat dans le milieu professionnel. Et j'ai choisi celui du syndicalisme. Du syndicalisme, pourquoi? Parce que c'est cette idée qu'au niveau mondial, nous avons la mise en concurrence des États, la mise en concurrence des travailleurs, et que face à cela, nous devons nous organiser, nous devons trouver des contre-pouvoirs. Et je voyais en le syndicalisme une possibilité de créer ces contre-pouvoirs, aux multinationales, de créer ces contre-pouvoirs aux États qui ne respectent pas les droits des travailleurs et les droits humains. Donc depuis que je suis rentrée dans le mouvement syndical, je ne l'ai jamais quitté. J'ai intégré 3 types d'organisations syndicales, des organisations syndicales internationales, européennes et nationales. J'ai travaillé notamment pendant 3 ans à la CGT. J'ai travaillé quelques temps pour un syndicat international pour défendre des travailleurs migrants, notamment réduits en esclavage au Qatar. Et j'ai travaillé maintenant depuis quelques semaines, quelques mois, je travaille pour un syndicat européen. Un syndicat européen qui défend les travailleurs de la construction en Europe. Nous représentons 34 pays et 76 organisations syndicales. Et nous essayons de faire pression au niveau des institutions européennes pour faire passer des lois protectrices des salariés. Nous essayons aussi de créer des coopérations entre nous au niveau européen, entre organisations syndicales, pour essayer de faire front face aux politiques néolibérales qui dévastent aujourd'hui l'Europe. Nous essayons aussi, évidemment, un de nos rôles, c'est de défendre et d'accompagner tous les salariés au quotidien qui vivent des luttes, qui vivent dans l'exploitation. Et donc ces luttes syndicales européennes sont des luttes pour lesquelles je voulais à un moment donné trouver un issue politique. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait, effectivement, il y a un mois, lorsque j'ai été contactée par la France Insoumise, le pas vers la politique. Alors pourquoi la politique? Eh bien parce qu'au niveau syndical, on ne peut pas tout résoudre. On est focalisé sur certaines causes, mais on ne peut pas agir sur toutes les causes du désastre dans lequel nous vivons. Et pour parler de la politique, j'aimerais repartir de Gréasc, parce qu'au début, je vous parlais de l'idéalisation que j'avais de ce village. Jusqu'au jour où j'ai eu des rencontres avec des organisations, des associations ici à Gréasc, notamment les AIEL, les Amis de l'Instruction Laïque, le Secours Populaire, ou bien encore des élus de la commune. Et lors de ces discussions, on m'a dit qu'à Gréasc, il n'y avait pas moins de 36 familles qui vivent sous le seuil de pauvreté. À Gréasc, dans ce village que j'idéalisais pendant des années. Nous avons des retraités, justement dans les cités, des retraités, souvent des femmes qui sont veuves de travailleurs de mineurs. Et ces femmes vivent avec 600 ou 700 euros par mois. Lorsque vous avez payé vos factures, il leur reste à peu près 3 ou 4 euros par jour pour vivre. Et ce n'est pas dans une banlieue où les... C'est exactement, enfin c'est à Gréasc que ça se passe, et je trouve que c'est une honte. Une honte parce que nous sommes un pays si riche, et c'est terrible d'imaginer que nos aînés, d'imaginer que des enfants puissent vivre dans la pauvreté. Alors, ce n'est pas tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une semaine, on m'a aussi parlé d'un cas dont j'aimerais vous parler, parce que je le trouve particulièrement choquant. On m'a parlé d'une enfant de 10 ans, qui, il y a quelques mois, se retrouvait en plein mois de décembre sans vêtements d'hiver, à Gréasc encore. Et cette petite fille
2 ou 3 fois par semaine, elle sortait au moment du déjeuner et s'asseyait sur un banc. Pourquoi? Parce que sa mère ne pouvait pas lui payer la cantine. Alors ce cas, effectivement, il y a eu une solidarité et la municipalité a intervenu. Mais ne trouvez-vous pas terrible d'être à Gréasque, de voir à Gréasque de telles situations? À Gréasque, pourquoi Gréasque? Parce que c'est un microcosme, mais de ce qui se passe au niveau plus global. Mais là, c'est quelque chose de visible. Et je suis persuadée que si chacun d'entre vous dans cette salle tombait face à cette petite fille, il n'y aurait personne d'entre vous qui resterait indifférent. Vous iriez lui acheter un pull vert, vous iriez lui acheter un sandwich. C'est ce qu'on appelle la solidarité. C'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Et c'est ce que, quand on passe au niveau politique, on oublie bien souvent. Les exemples sont nombreux. Je voudrais vous en donner 2 autres. Imaginez vous balader sur des plages de Marseille, de Cassis, et de tomber nez à nez avec un enfant, ce petit enfant de 3 ans qui est décédé en mer Méditerranée. Est-ce que vous vous demanderez si cet enfant avait des papiers? Est-ce que vous vous demanderez s'il était légal sur le territoire français? Non. Vous diriez que c'est tragique, vous diriez que c'est injuste. Et c'est ça que je veux vous dire parce que, au fond, je pense que dans chaque situation, nous sommes tous solidaires, humanistes. Mais dès qu'il s'agit de comprendre que ces drames qui se passent chaque jour en France sont les conséquences de choix politiques, c'est là que nous oublions, c'est là que nous ne réagissons pas. Donc pour moi, tout est lié à des choix politiques. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de m'investir, de franchir le pas, un pas difficile, parce que ce n'est pas facile d'un seul coup d'essayer de rentrer en politique, d'essayer d'expliquer ce qu'on a proposé. Mais pour moi, c'était un choix crucial, parce que j'ai cette sensation que nous pouvons créer un autre modèle de société, nous pouvons proposer un autre modèle de société. Et ce modèle de société, pour ma part, je le voulais humaniste, je voulais une société, j'avais cet idéal d'une société juste, égalitaire, une société où les intérêts individuels ne priment pas sur les intérêts collectifs, une société qui est responsable, qui n'abandonne personne, une société qui protège toutes et tous, une société aussi qui protège nos biens communs, nos services publics et notre environnement. Et ce modèle de société, parce qu'il s'agit d'un modèle de société, je l'ai trouvé pour moi dans l'avenir en commun, proposé par la France Insoumise. C'est des choix face à l'urgence sociale et écologique. Nous ne pouvons pas rester inactifs, nous devons agir. Nous devons agir au niveau local, nous devons agir au niveau régional, nous devons agir au niveau national, européen, mondial. Mais nous devons agir. Et lorsqu'il s'agit de déterminer à quel niveau, pour moi, ça a été la question européenne, ça a été de me dire que l'Europe est une grande idée, comme les Nations Unies finalement, est une grande idée, mais sauf que les traités qui organisent l'Union européenne sont une calamité. Une calamité pourquoi? Parce qu'ils organisent une course infernale vers le moins-disant social. Parce qu'ils permettent un dumping social et fiscal. Parce qu'ils permettent des politiques d'austérité qui mettent dans la misère des millions de personnes en Europe. Nous avons 87 millions de pauvres en Europe. C'est aussi des politiques et des traités qui anéantissent l'État-providence, qui ne nous permettent pas d'investir dans nos services publics. Tout est source de concurrence dans cette Europe. Et ce n'est pas l'idée que j'ai de l'Europe. Les conséquences sont tragiques. Des choix politiques pris au niveau européen. Augmentation de la pauvreté, des inégalités, de la xénophobie, du racisme. Il faut que nous refondions l'Europe. Une Europe où l'intérêt des peuples prime. Nous devons sortir de ces traités. Ces traités européens. Pourquoi? Parce que ces traités ne sont pas légitimes. Et ils empêchent à la démocratie d'exister. Pourquoi ces traités ne sont pas légitimes? Rappelez-vous, en 2005, on vous a demandé
est-ce que vous étiez d'accord avec le non l'a remporté en France? 3 jours plus tard, on a posé la même question aux Pays-Bas. Le non l'a encore emporté. Pourtant, 2 ans plus tard, ce traité est mis en place. Et c'est une absurdité. Imaginez, on demande de l'avis au peuple sur ce qu'il considère juste ou pas pour cette Union européenne. Le peuple répond non et le gouvernement avance. C'est pour ça que ces traités ne sont pas légitimes et c'est pour ça que ces traités, nous devons en sortir. Pourquoi? Parce que les traités, nous devons les refonder. Nous devons les refonder en faisant primer les aspects humains, sociaux, environnementaux sur les considérations économiques et sociales. Les traités sont aujourd'hui dangereux pour notre environnement et c'est pour ça qu'en période d'urgence écologique, nous devons également les refonder sur une question, pour mettre l'environnement au centre de nos préoccupations. Donc voilà, face à ça, quels sont les combats que je souhaiterais porter au Parlement européen? J'espère que ça va. La France Insoumise en a adopté 12. On a adopté 12 lors de sa convention à Bordeaux. Les 12 combats se retrouvent dans l'avenir en commun, en Europe aussi. Pour ma part, il y en a 3. Il y en a 3 que je souhaiterais particulièrement porter au Parlement européen. Le premier, c'est la lutte contre le dumping social. Parce que l'Europe est la championne du dumping social. Et c'est une réalité que je vois chaque jour en tant qu'organisation syndicale. Imaginez en 1996, lorsque l'Union européenne crée un statut, le statut de travail détaché. Je ne sais pas si beaucoup dans votre salle travaillent dans le secteur de la construction, de l'agriculture, parce que je sais que c'est un sujet qui est un peu plus spécifique à certains secteurs. Mais imaginez quand même ce statut en 1996 qui est créé par l'Union européenne, qui permet clairement à des salariés de se déplacer en Europe, et lorsqu'ils arrivent donc en Europe, ils ne se déplacent pas avec leurs droits. Ça veut dire que vous créez un système de discrimination. Je m'explique. Un salarié bulgare qui part travailler en France, à travers le statut de travailleur détaché, il va effectuer le même travail, sur un même lieu de travail que son collègue. Ils sont 2 maçons, ils vont monter un mur. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que l'un d'entre eux pourra être payé 1 500 €, tandis que l'autre sera payé 500, 600 € par mois. C'est ce qu'a permis l'Europe. Et c'est une absurdité. La non-discrimination est reconnue depuis des années par les conventions internationales des droits de l'homme. Elle est reconnue par l'Organisation internationale du travail. Et pourtant, l'Union européenne devient une zone de non-droit international. Ça veut dire qu'on peut continuer à signer un certain nombre de traités internationaux, mais lorsqu'il s'agit d'appliquer dans notre législation le droit international, un droit fondamental qui est la non-discrimination des salariés, ben là, il n'y a plus personne. Là, on peut. Et ça, c'est pour moi un combat qui m'a particulièrement marqué. Pourquoi? Parce que en 2015, lorsque j'ai commencé à travailler à la CGT, j'ai rencontré des salariés détachés roumains et j'ai eu ce bulletin de paye. Ce bulletin de paye, c'est celui d'un travailleur détaché roumain où il est indiqué qu'il travaille 56 heures par semaine pour 1 500 € par mois en salaire brut et en salaire net 0 € par mois. Ça veut dire que ce salarié était dans une situation d'esclavage non payé. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais comment c'est possible que ce salarié puisse venir en France, travailler 56 heures par semaine sans être rémunéré? Eh bien, ceci est possible parce que vous avez créé des statuts qui ne permettent pas le contrôle de ces salariés. Donc ça veut dire que les premières victimes de ce travail détaché, ce sont les salariés eux-mêmes, ces salariés qui sont exploités. Et c'est pour ça que, bon, il y a la question évidemment de la rémunération, mais parlons aussi des cotisations sociales. Les cotisations sociales, dans le cas du détachement, sont payées dans le pays d'origine. Donc si vous travaillez en France, pareil, si on reprend le cas du salarié bulgare, les cotisations sociales sont payées en Bulgarie. On va vous dire, mais les pays de l'Est sont les grands gagnants de ces systèmes.
Nous, en France, on perd des milliers, parce que dans la construction, ce sont des milliers d'emplois, et on gagne des centaines de milliers de travailleurs détachés. Mais sauf que les grands gagnants, c'est absolument pas les pays de l'Est. Parce que lorsqu'on rencontre des syndicats en Roumanie, en Bulgarie, en Pologne, ce qu'ils vous disent, c'est que ce modèle-là, ça ne les arrange pas du tout non plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de main-d'œuvre, parce que les cotisations sociales, souvent, de toute façon, elles ne sont pas payées dans le pays d'origine, donc ces salariés n'ont aucune protection sociale. Et en plus, comme les États sont en concurrence les uns envers les autres, vous avez, par exemple, des pays comme la Roumanie qui vous disent, puisque l'Europe nous permet la concurrence entre nous permet une concurrence sur le moins-disant social, ben nous avons qu'à finalement éliminer les cotisations sociales. Et la Roumanie devient un des premiers pays au monde à éliminer les cotisations sociales pour les employeurs. Donc ça veut dire que les salariés continuent à payer les cotisations sociales, mais les employeurs plus du tout. C'est quand même hallucinant, parce que même au niveau mondial, ça ne s'est jamais vu. Et pourtant, ça se voit en Europe. Donc, cette lutte contre le dumping social dont je vous ai illustré avec le travail détaché, parce que pour moi, c'est un sujet fondamental, puisque j'ai été aux côtés de travailleurs détachés pendant plus de 4 ans. J'ai lutté à leur côté pour faire reconnaître leurs droits. Et aujourd'hui, ce que nous proposons, nous, à la France Insoumise, c'est d'abroger cette directive pour qu'il n'y ait plus d'inégalité entre les salariés. Ça paraît un principe fondamental, et pourtant ce principe n'est pas respecté en Europe. Et c'est pour ça que ce combat sera l'un des principaux, ou l'un des importants que je souhaiterais mener au Parlement européen. Le deuxième, quand je vous dis, je vous en fais pas 12 promis, j'en fais que 3. Le deuxième combat, c'est celui de l'évasion fiscale. Pourquoi? Parce que l'évasion fiscale, d'ailleurs c'était une des principales revendications des Gilets jaunes, c'est de vous dire, à un moment donné, on n'a plus d'argent pour rien, on n'a plus d'argent pour nos hôpitaux, on n'a plus d'argent pour l'éducation, on n'a plus d'argent pour les services publics, et pourtant c'est faux, de l'argent il y en a. L'argent, c'est les 80 milliards d'euros qui échappent chaque année à l'État français en évasion fiscale. Mais cette évasion fiscale, elle n'est pas principalement comme on disait, au Panama. Non, l'évasion fiscale, elle s'organise en Europe. Vous avez 3/4 de l'évasion fiscale qui s'organise au sein de l'Union européenne. Et qu'est-ce que ça représente? Eh bien, nous avons fait le calcul. Pour chacun d'entre vous, l'évasion fiscale, ça représente 1 300 €. Ça veut dire que par contribuable, des contribuables honnêtes qui payent leurs impôts, eh bien, l'évasion fiscale, c'est qu'on vous demande chaque année 1 300 € en plus, parce que vous avez des grands groupes qui ne payent pas leurs impôts. Prenez, je vous en donne 2 exemples, parce qu'ils sont quand même assez impressionnants. McDonald's. McDonald's a réussi, grâce à l'optimisation fiscale, à ne pas payer 1 milliard d'euros d'impôts. Alors, pour vous donner une comparaison, 1 milliard d'impôts, c'est le budget, par exemple, de asile-immigration en France. Par exemple, à tous ceux qui nous disent il n'y a pas d'argent pour s'occuper de la question migratoire, regardez, c'est pile poil ce que McDo doit à l'État. Vous avez le budget de la culture, c'est 3 milliards. Vous avez le budget de l'outre-mer, 2 milliards. Donc vous imaginez quand même la somme qui n'est pas perçue en France par McDonald's, du fait que McDonald's fait de l'optimisation fiscale. Pourquoi? Parce qu'ils sont au Luxembourg, parce qu'ils ont signé des accords avec le Luxembourg, et que depuis le Luxembourg, ils sont tranquilles, ils ne payent plus d'impôts. Et ce n'est pas les seuls, hein. Vous avez des géants du numérique, Amazon, Apple. Donc Amazon qui a créé, pareil, un espèce de bouclier fiscal au Luxembourg, où l'État luxembourgeois lui a dit « il n'y a pas de problème, viens au Luxembourg, tu ne payeras pas d'impôts ». Ils doivent aujourd'hui des millions dans différents pays d'Europe. Apple, c'est en Irlande, parce qu'effectivement, nous avons les paradis fiscaux en Europe. Vous les avez au Luxembourg, vous les avez en Irlande, vous les avez à Malte. Et donc Apple, ce qu'il doit, c'est 13 milliards d'euros d'impôts. Donc lorsqu'on nous dit qu'il n'y a plus d'argent, que c'est à vous de faire des efforts, eh bien c'est faux. Ceux qui doivent faire des efforts, c'est ces grands groupes qui doivent payer les impôts qu'ils doivent. C'est un principe simple. Ces grands groupes et aussi ces banques, ces banques que vous avez alimentées lorsqu'elles ont eu des crises financières, et ces banques qu'on retrouve lorsqu'il y a un scandale des Panama Papers, qu'on retrouve
dans les îles, qui font encore de l'évasion fiscale, qui refusent même de payer leurs impôts alors que c'est nous-mêmes qui les avons sauvés. Eh bien, il faut dire stop. Stop aux paradis fiscaux en Europe, stop à l'évasion fiscale. Et ça, c'est aussi un combat important, un combat qu'on peut mener au Parlement européen et que nous allons mener. Et le dernier combat important, mais pas le moindre évidemment, c'est les questions environnementales. Pourquoi? Parce que finalement, il sera difficile de parler des autres sujets si nous ne sommes même pas capables de continuer à vivre sur cette planète. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien de survie de l'espèce humaine qu'il s'agit. Alors à tous ceux qui nous regardent en nous disant mais finalement, l'économie c'est plus important que l'écologie, eh bien je leur réponds souvent cette citation d'un professeur américain qui leur disait eh bien si vous pensez que l'économie est plus importante que l'écologie, je vous propose d'essayer de compter votre argent en vous coupant la respiration. Et nous verrons qui de l'économie ou de l'écologie sera le gagnant dans l'affaire. Donc c'est pour ça que nous, l'environnement, évidemment, c'est au centre de notre programme en Europe, de notre programme en France, parce qu'il y a urgence. Il y a 60% des espèces vertébrées qui ont disparu en moins de 40 ans. Vous avez une augmentation exponentielle des gaz à effet de serre. Vous avez des millions d'hectares chaque année qui disparaissent, des hectares de forêt. Et on continue, et on fait de la surenchère. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec les accords de libre-échange. Les accords de libre-échange, c'est une grande arnaque aussi européenne, qui d'ailleurs se négocie en toute opacité. Eh bien, cet accord, aujourd'hui, permet l'exportation de produits canadiens, donc le CETA. Eh bien, au Canada, il faut savoir que 40 pesticides utilisés par les agriculteurs canadiens sont interdits en Europe. Et pourtant, ce qui va se passer, c'est qu'avec cet accord, alors qu'on va demander à nos agriculteurs toujours plus d'efforts, de ne pas utiliser tel ou tel pesticide, vous allez avoir ces produits qui arrivent directement du Canada. C'est merveilleux quand même. Donc, vous avez, à travers ces accords, l'entrée sur nos territoires de produits qui sont néfastes pour notre santé, néfastes pour l'environnement, et qui vont rentrer directement du Canada. Les exemples sont très nombreux des problèmes liés à ces accords de libre-échange. Évidemment, tout ce qui est lié au service public, que Bernard connaît très bien. Mais ces questions environnementales sont au centre aussi, au centre du projet européen. La PAC est aussi évidemment une des principales préoccupations de notre programme. Pourquoi? Parce que, eh bien, à un moment donné, vous voulez une agriculture qui soit paysanne, une agriculture qui soit proche, qui soit produite localement. Et sauf que vous avez des aides de l'Union européenne qui en fait sont des aides à l'hectare. Donc en fait, vous favorisez l'exploitation massive, l'exploitation industrielle, et vous mettez en difficulté tous les agriculteurs qui cherchent à promouvoir l'agriculture paysanne, bio, de proximité. Donc voilà, c'est un peu finalement tout est lié en fait. Ces trois thèmes, ces trois combats dont je vous ai parlé sont tous liés. Ils sont tous liés à une pensée éco-socialiste globale. Et ce que nous souhaitons finalement à travers ces élections, c'est porter ces combats. C'est porter ces combats au Parlement européen. Je terminerai sur ces quelques mots. C'est qu'il y a en France, en Europe et dans le monde, beaucoup de motifs d'indignation. Et nous devons continuer à nous indigner. Nous ne devons jamais être indifférents à la misère, aux guerres, aux conflits, à la destruction de nos biens communs. Et nous devons aussi être conscients des enjeux de notre temps, conscients que la population mondiale ne va cesser d'augmenter, que nous allons en 2050 être plus de 10 milliards d'individus sur Terre, qu'il va y avoir un problème qui va se poser sur la rareté des ressources, que si nous continuons sans cesse dans la destruction de notre environnement, nous allons avoir des millions de réfugiés climatiques. Tout ceci pourrait être la cause de notre guerre et d'autres misères. Alors combien d'hommes, d'enfants, de femmes
Laisserons-nous encore au bord du chemin? Combien de murs continuerons-nous à bâtir entre nous? Faudra-t-il toujours que le bonheur de quelques-uns, et je dis bien quelques-uns parce que 62 personnes dans ce monde détiennent les mêmes richesses que 3,5 milliards d'individus. Donc faudra-t-il toujours que le bonheur de ces quelques-uns se fasse sur le malheur de tous? Mais l'histoire n'est pas linéaire, l'histoire n'est pas écrite. Nous avons, je pense, ce pouvoir individuel et collectif de faire changer les choses. Nous l'avons déjà fait dans le passé, nous pouvons le refaire. Nous avons la possibilité de choisir une autre destinée pour nos enfants, pour notre terre. Partout, des hommes, des femmes et des enfants, même des enfants, se sont déjà mobilisés, ont décidé d'agir, ont décidé de prendre en main notre destin commun. Alors je vous propose d'unir nos forces pour bâtir ensemble le monde de demain, un monde plus juste, un monde plus responsable, un monde plus humain. Et faisons que l'utopie finalement, l'utopie de cette belle société devienne la réalité de demain. Et n'oublions jamais, jamais que l'histoire nous appartient, car c'est le peuple qui l'a fait. Merci pour votre attention.